Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 13 mars 2022, le jury du dimanche, e-radio, première radiovision du Sénégal, votre chaîne de télévision ITV et le site de référence immédiat.sn. Nous recevons M. Abdou Latif Coulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement et maire de Sokone. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur le maire. Bonjour, Maoulou. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ancien journaliste, Abdou Latif Coulibaly, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages à succès. J'en citerai 3 à 4. Wad, un opposant au pouvoir, l'alternance piégée, Contes et mécontes de l'Anossi, Loterie nationale sénégalaise, chronique d'un pillage organisé, Sénégal, affaire Maître Sey, un meurtre sur commande. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général du gouvernement. On va commencer par ça parce que vous êtes le président du comité de pilotage chargé de la réhabilitation et l'extension du building administratif Mamadou Dia, un building qui a été victime d'un incendie au mois d'août 2021. Les coûts des travaux ont beaucoup évolué. D'un coût initial de 17 milliards, on est passé à 39 et quelques milliards, presque 40. Ajouté à l'incendie, aujourd'hui, ce building administratif Mamadou Dia, siège du gouvernement, du point de vue de l'histoire, mais du point de vue symbolique, même si depuis quelques années, le Premier ministre n'a plus ses bureaux là-bas. Le coût de ce building administratif est de combien, Abdou Latif Coulibaly, aujourd'hui? Heureusement, vous avez parlé de coût et non pas de prix. Parce que quand vous entreprenez de réhabiliter, mais surtout de restaurer, un immeuble qui a été construit en 1954, réceptionné par le gouvernement du Sénégal. 1954 et aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus de 66 ans. Le building n'a jamais été réfectionné, jamais réhabilité d'une certaine manière. Évidemment, quand vous entreprenez de le faire, ça aura bien sûr un coût. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension technique, structurelle, et il y a la dimension sauvegarde d'un patrimoine. La sauvegarde d'un patrimoine architectural, ça demande énormément de moyens techniques, de compétences et financières. Deuxièmement, ça demande une expertise et ça demande des moyens. L'État a mis les moyens qu'il fallait pour faire ce travail-là. C'est cher, c'est pas cher, c'est relatif par rapport à ce dont on parle. Combien exactement? Le building, à terme, après la réfection, il est arrivé avec des avenants. J'ai suivi à un moment donné, j'ai quitté. Quand je suis arrivé en 2014, le contrat avait été déjà signé aux environs de 19 milliards de francs CFA. Aux environs. Automatiquement, une inspection technique, ça j'y était, ordonnée par celui qui finance l'opération, en l'occurrence la BOAD, a ordonné qu'une expertise technique encore plus poussée soit faite sur le building pour éviter un certain nombre de risques. Pour tenir compte d'abord de l'environnement interne et externe. Je m'explique. Le building avait commencé à s'incliner vers l'ouest. Elle ne respectait plus l'architecture originelle et la structure telle que c'était faite. La BOAD, par un cabinet technique ivoirien, a recommandé que la structure soit renforcée en mettant plus d'une centaine de micropieux. Ça veut dire on creuse sous terre très loin pour aller implanter de nouvelles bases structurelles, notamment des micropieux, qui permettent à la fois de tenir et de redresser. Les 20 milliards, on part avec cette exigence noire de la BDO, la BOAD, à un peu plus de 26 milliards. Parce que les avenants qu'on avait faits, c'était des avenants imposés d'abord par l'option qui a été faite sur le building. Il fallait en faire un immeuble à grande hauteur, IGH. Quand vous êtes classé immeuble à grande hauteur, vous devez respecter des normes universelles. Beaucoup ne le savent pas, mais un immeuble classé immeuble à grande hauteur
respecte un nombre de critères particuliers sur toutes les composantes du bâtiment. Un immeuble de 10 étages. À partir de 10 étages, vous connaissez. À partir de ce moment-là, ce qu'on croit être une réhabilitation facile et de prix très raisonnable du point de vue de la conception que nous avons, nous, la façon de construire, vous allez entendre quelqu'un vous dire tout de suite, si je construisais un immeuble de la même taille, ça n'aurait pas fait autant d'argent. D'accord. Aujourd'hui, le coût de l'immeuble après réfection, c'est combien? C'est ça que je vous ai dit. 26 milliards? Non, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. Presque 40 milliards. Non, oui. Attendez, je vous explique. Oui. On est arrivé à ça, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement opte pour la mise en place d'un groupe énergie solaire qui, aujourd'hui, après réflexion, a pu permettre au gouvernement de prendre le maximum d'énergie possible et de proposer un contrat à la Sénélec pour la revente de l'électricité à la Sénélec. Ah ouais? Ah oui. Ça, voilà les journalistes qui parlent, ils ne le savent pas. Le contrat négocié avec la Sénélec permettra au mégawatt qui n'est pas totalement utilisé d'être revendu à la Sénélec. Et avec un prix. Le contrat était en phase de finalisation. Malheureusement, l'incendie a emporté l'usine qui était en haut. D'accord, combien vous l'aviez quand même? Mais oui, vous avez une centaine de mégawatts, ça fait plus de 2 milliards. 2 milliards. Je ne peux pas retenir les chiffres Très bien. Mais j'aimerais bien savoir le coût de l'immeuble après réflexion, pour aller vite. Parce aux environs de 40 milliards de francs. Aux environs de 40 milliards de francs CFA, voilà après réflexion. Qui a été concentré avec des bénéfices. Il faut en tenir compte. Oui. Il n'y a plus de consommation d'électricité de la Sénélec. C'est extrêmement important. Il y a un système de protection et autres dont il faut tenir compte. La réhabilitation, ça est une chose. L'adaptation aux normes actuelles et sa mise à disposition du point de vue technologique était telle que ces prix se justifiaient. Ensuite, on arrive aujourd'hui à la réhabilitation du building. Justement, il y a eu l'incendie d'août 2021. Je rappelle que le marché a été attribué à Bamba Ndiaye SA, qui est un national. L'incendie a eu lieu, d'après les informations, du fait de Duke Works qui s'occupait du nettoiement. C'est en installant un chalumeau qu'ils auraient déclenché cet incendie. Alors, le coût des travaux, justement, après l'incendie, 8 milliards, vous le validez? Oui, tout à fait. Oui. Je vais vous expliquer. Très bien. Les 8 milliards, c'est d'abord 3 étages en haut, le 10e étage complètement emporté, et sur le 10e étage, c'est sa terrasse, c'est là où il y avait la centrale solaire. Il faut donc calculer à la fois la remise en état de la centrale solaire, l'immeuble lui-même, l'étage, plus la réfection du 9e étage où j'étais, plus des dégâts au niveau du 8e étage. Sauf que on n'a pas encore introduit dans les calculs l'équipement électronique. Vous savez, au building, tout est électronique, tout. C'est un immeuble de dernière génération. La fumée qui s'est dégagée, et même l'utilisation des mécanismes pour éteindre le feu par les sapeurs, il y a eu des problèmes. Il y a au building plusieurs types de canaux. Malheureusement, où l'utilisation a pu faire en sorte qu'on a envahi d'eau tous les étages, jusqu'au rez-de-chaussée. Vous y étiez au moment de l'incendie? Non, je n'étais pas dans l'immeuble. J'avais une réunion à l'extérieur. C'est au moment où j'ai fini ma réunion, que j'arrivais, que j'ai vu plusieurs appels et j'arrivais à l'immeuble. Mais surtout, j'ai reçu l'appel du président de la République qui était dans son avion, il allait en Allemagne. Il a déjà été informé, puis il me demande l'état de la situation. J'en avais reçu des informations, j'ai automatiquement dit, actuellement, les sapeurs-pompiers sont sur l'immeuble, le feu n'est pas encore éteint. Le 10e est totalement ravagé, le 9e se consume actuellement sur son aile gauche, son aile droite en venant de la présidence de la République. On espère que le 8e ne sera pas très atteint, mais il a été atteint moyennement. Les circuits électriques ont été totalement détruits.
la mémoire des ascenseurs, une partie des ascenseurs détruite. Le building est passé de 4 ascenseurs à plus de... C'est grave. Voilà. Oui, C'est très grave. Mais qui va payer ces 8 milliards? L'État ne sera pas là à dire c'est moi qui vais payer ou je ne vais pas payer. L'État décide de réparer et payer. Maintenant, vous posez une question de droit. Oui. DrugWorks, semble-t-il, d'après les experts allemands comme Veritas et une autre expertise que vous avez sollicitée, Systemia, aurait conclu que DrugWorks, qui s'occupe du nettoiement, serait responsable. Non, DrugWorks ne s'occupe pas du nettoiement. DrugWorks a été contractualisé pour un mois précis. À quelle fin? Vous savez, l'immeuble, vous voyez les vitres qui sont d'or. Ce qui fait l'originalité et la beauté de cet immeuble en fait partie. À l'origine, en 1954, c'était le même modèle. Nous avons retrouvé et les plans, nous avons retrouvé également le type de décoration de la verrière. Ça a évolué dans la conception de ces verrières. On a adapté exactement le même système. Quand c'est fait, vous avez deux possibilités. Ou, au départ, vous faites l'investissement nécessaire pour avoir le matériel d'entretien qu'il faut pour ces vitrages-là, ou bien vous utilisez des méthodes traditionnelles qui sont de toutes les manières inappropriées, inadaptées pour ce qui concerne cet immeuble-là. Malheureusement, pendant 3 ans, après la restitution de l'immeuble, on n'a pas mis en place le mécanisme automatisé, les mécanismes qui permettraient de faire un nettoiement propre de l'immeuble. Pendant 2 ans, je n'étais pas encore là, on a fait un appel d'offres pour avoir ce mécanisme de nettoiement. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu du tâtonnement quand même, hein, monsieur le ministre, en vous écoutant. Et un immeuble qui finit par devenir un gouffre à milliards. C'est une opinion que vous exprimez. Je pose la question. Est-ce que le building administratif n'est pas devenu un gouffre à milliards? Vous voulez que je vous réponde presque oui, un flux sans fond? Vous voulez que je vous réponde par un oui ou pour non? Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je peux vous expliquer. Maintenant, chacun peut tirer la conclusion qu'il veut. Oui. De mon point de vue, c'est une erreur de départ. Il ne fallait pas le faire. Oui. Il fallait investir l'argent qu'il faut. Oui. Et l'État accepte d'investir l'argent qu'il faut. Pour acheter quoi? C'est un mécanisme motorisé qu'on appelle des nacelles, qu'on conduit à partir d'en bas pour aller nettoyer automatiquement les vitres. On ne l'a pas fait. C'est un investissement qui tourne à peu près autour de 2 milliards et quelques. On ne l'a pas fait. Et confier ça à un spécialiste, comme on ne l'avait pas fait. Et le vitrage commençait à être inacceptable à voir. Le service administratif et le colonel chargé de la surveillance du building et de son entretien a estimé qu'on pouvait organiser le système de nettoiement par cordage. C'est une erreur. Le cordage, il y a 2 risques. Corder les gens qui s'appuient sur les verres, vous cassez les verres. Remplacer une brique de verre là-bas, ça coûte énormément cher. Deuxième erreur. Le mécanisme de soudage et les techniques de soudage sur le matériel qui était en haut ne correspondaient pas à ce qui a été utilisé par l'entreprise. Conséquence, il y a eu un départ de feu. Les chalumeaux, ça a brûlé. C'est ça. C'est un accident, disons. Mais un accident qui était prévisible et évitable. Vous avez porté plainte, vous avez saisi la justice. Mais il n'y a pas de crime pour saisir la justice. Oui. L'entreprise qui signe engage sa responsabilité quand son fait est producteur de ces... Et DrugWorks doit prendre en charge ces... D'abord, il faut faire jouer son assurance. Oui. C'est évident. Oui. Est-elle suffisamment assurée pour prendre en charge? Oui. La réponse, pour l'instant, est non. Et non. Elle n'est pas suffisamment. Elle n'est pas suffisante pour couvrir les frais. L'assurance. Voilà. Oui, mais voilà. Est-ce que ces erreurs ajoutées également à ce que vous venez de dire à propos de DrugWorks amèneraient le gouvernement à prendre des mesures, à sanctionner? Il y a erreur, y a-t-il faute? Sans aucun doute. Le gouvernement, ce qu'il a fait, ils ont considéré que ça ne devait pas se passer comme ça. Les gens qui ont opéré ainsi,
En ce qui concerne principalement le colonel, il a demandé de décharger de ses fonctions, c'est clair. Ah oui, le colonel, vous avez demandé, c'est fait. Oui, ça sera fait. C'est qui ce colonel? L'armée, non, je n'ai pas donné son nom, franchement. C'est un colonel de l'armée nationale. Bien sûr, je ne vais pas livrer son nom. D'accord. Comme ça. Ça sert à rien. Vous avez demandé qu'il soit déchargé de ses fonctions. La procédure engagée, c'est l'armée. Oui. On laisse à l'autorité militaire le soin de nous donner un autre colonel. Très bien. Voilà. Alors, parlons quand même de Doug Brooks. Oui. Qu'est-ce que vous allez réclamer à Doug, puisque l'assurance ne couvre pas? Ça c'est une autre étape. Oui. Nous avons l'agence judiciaire de l'État qui défend les intérêts de l'État. C'est l'évaluation globale et la décision de l'État qui vont en décider. Bamba Ndiaye et ça, a-t-il la compétence? Honnêtement, l'immeuble que vous voyez, est-ce qu'il satisfait les Sénégalais, oui ou non? Le gouvernement du Sénégal, comme il l'a toujours fait, a donné la chance à un Sénégalais qui mérite d'avoir cette chance. Au lieu de nous laisser Bamba Ndiaye, on serait parti prendre quelqu'un d'autre et ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? En contractualisant Bamba Ndiaye, ses engagements contractuels étaient de prendre une expertise d'ailleurs et de respecter les critères et les normes. Et Bamba Ndiaye est venu avec des partenaires italiens qui ont fait le travail à plusieurs reprises et qui ont fait le building à la perfection. Vous êtes quasiment satisfait donc de Bamba Ce Ndiaye? n'est pas nous qui sommes satisfaits. Oui, gouvernement. C'est d'abord l'État. Il faut savoir qui a décidé de qu'un réfectionner l'immeuble. Non, attendez. Oui. Un immeuble de cette envergure, ce sont des expertises qui certifient On est bien d'accord. le bon travail. Tout à fait. Et quand le gouvernement a certifié le bon travail, bien. d'abord la BOAD elle-même avait un cabinet d'expertise non sénégalais, ivoirien, reconnu et consacré au plan panafricain. Oui. Le gouvernement du Sénégal avait comme maître d'ouvrage délégué l'AGETIP, où il y a des ingénieurs sénégalais de très bon niveau, polytechniciens d'ici et d'ailleurs, qui gèrent cette entreprise-là, dont la preuve a été établie il y a longtemps. Et ensuite, nous avons le cabinet Veritas, qui certifiait tous les corps d'État, donnait à l'État son opinion et ses analyses. C'est au terme de ce travail que nous avons dit que l'immeuble répond à tous les normes. Où est l'utilité de parler de l'engagement d'un national qui a été enrichi, associé à des étrangers pour faire ce travail-là? À moins qu'on veut stigmatiser une personne qui ne le mérite pas, on continuera de parler de cette affaire. Je précise que c'est une question et moi je suis un défenseur des nations. Parce que je suis convaincu qu'il faut des champions économiques. Mais la question c'est de savoir si Bamba Ndiaye Essa est compétent et qu'il est hors de cause par rapport aux erreurs et fautes commises. C'est ça la question. Je ne vous mets pas en cause. Je précise d'ailleurs à son endroit. Quand en 2020, le ministre secrétaire général qui était là, ce travail avait été envisagé, il a écrit une lettre de demande d'information auprès de Bamba Ndiaye, l'entreprise, qui a dit de façon claire dans une correspondance, ce type de travail n'est pas souhaitable pour deux raisons au moins. Il y a des risques et ensuite, ce n'est pas opérationnel pour ce que nous voulons faire. Le 20 septembre 2020, quand j'arrive, le 4 juin 2021, 3 mois avant l'incendie, je précise dans une note que tout travail entrepris dans l'immeuble doit être soumis à mon autorisation express. Pour vous dire, nous avons pris les précautions. Maintenant, un accident peut toujours arriver. Et les gens ont l'intention de bien faire. Il est arrivé, malheureusement, que ça a amené des dégâts. Très bien. On va faire vite, Abdoulatif Coulibaly. J'ai envie de vous provoquer en faisant référence à votre livre Comptes et mécomptes de l'ANOCI. Êtes-vous prêt à ce qu'on dresse compte et éventuellement mécompte du building administratif? Vous voulez le faire, allez-y. Moi, je l'avais fait. J'avais demandé la permission à personne. J'étais journaliste. Vous êtes bien placé pour aller enquêter et conclure. Au-delà du journaliste, parce que vous avez fait votre livre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on constate un certain nombre de faits, c'est que l'État prenne les dispositions pour que les choses soient
clarifier. Est-ce que vous êtes prêt à cela, à cet exercice? Mais non seulement je suis prêt, je le clarifie devant vous. Je pense que je ne vous ai rien caché. Je vous ai même dit, au-delà de ce que vous attendez, je vous dis qu'est-ce qu'on a fait comme mesure. Je vous dis qu'est-ce qu'on a fait. Maintenant, le travail que j'ai fait, ce n'est pas un ministre qui est venu clarifier. C'est un journaliste qui allait enquêter avec des éléments et qui l'a exposé au vu, au su de tout le monde. Si j'avais vu autre chose, je l'aurais dit. La preuve, si vous allez dans mon ouvrage, mes comptes et comptes de la nation, j'écris. Le gaspillage d'argent est évident. Si vous réfectionnez un immeuble, un bureau à 750 millions, oui. Le bureau du garde du corps à 25 millions, voilà. Attesté par les documents financiers comptables de l'agence qui gérait, il dit si vous pouvez conclure en gaspillage d'argent. En revanche, je ne peux pas dire qu'il y a un enrichissement personnel de ceux qui ont organisé. Tout à fait. Non. Sur le building, mon propos, c'est sur la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes. Puisqu'on est quand même passé d'un coût initial de 17 milliards, après 19 milliards, à aujourd'hui presque 48 milliards. Mais vous ne pouvez pas dire 48 milliards, je vous dis 48 Parce qu'il y a l'incendie, les travaux. Il y a un accident qui arrive, vous devez réparer. Oui, bien d'accord, mais bon, parce que quand même, on a réfectionné cet immeuble. Oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, reddition des comptes. La reddition des comptes, elle est faite d'abord devant les instances devant lesquelles vous devez les faire. Un marché, c'est devant qui? Devant l'ARMP, devant la DCMP. Toutes les procédures à ce niveau ont été respectées. Deuxièmement, mais la reddition des comptes, elle s'est faite à plusieurs instances. Et éventuellement, les 40 milliards, oui. Attendez, les 40 milliards. Si vous allez dans la loi de règlement 2021, vous trouvez la reddition des comptes. Mais c'est ça le problème que j'ai avec les journalistes. Parce que la Cour des comptes... Il n'y a pas de problème jusqu'ici. Mais si. Mais non, mais pourquoi vous croyez que pourquoi il n'y a pas de problème? Moi, je parle du principe de la reddition des comptes qui a fait qu'à un moment donné, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a, par exemple, été activée, voire réactivée. Moi, je parle de principe, puisque vous-même, vous parlez d'erreurs de faute. Est-ce qu'on peut envisager... Oui. J'ai dit des erreurs ont été constatées. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut envisager une reddition des comptes pour que les Sénégalais soient édifiés? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà. Il y a eu une réduction des comptes. Devant la Cour des comptes, devant l'Assemblée nationale, vous pouvez dire je ne suis pas satisfait. Est-ce que la réduction des comptes postule nécessairement une procédure pénale? La réponse est non. La réponse est non. Il y a une confusion terrible qui est faite aujourd'hui, que la réduction des comptes, c'est devant le procureur de la République. La première réduction des comptes au Sénégal, elle est administrative. La Cour des comptes a validé la loi de règlement présentée par le gouvernement du Sénégal, dans laquelle toutes les dépenses sur le budget, dans le budget de l'immeuble building administratif ont été rendues compte, disponibles et publiques. Deuxièmement, toutes les opérations de respect du marché public ont été également faites. Si on avait fait l'interview dans mon bureau, je vous aurais montré exactement la procédure qui a été suivie. Maintenant, chacun peut être libre de dire ça ne me suffit pas. Mais je précise, et il faut qu'on le sache, que la reddition des comptes, la première n'est pas devant le juge pénal. Vous semblez dire... On est bien d'accord, même si ça peut arriver. Vous ne semblez pas être d'accord. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. Ah bon, d'accord. J'ai dit que dans le processus, on peut aller jusqu'à saisir la justice. S'il y a une faute pénale, pourquoi pas? Mais de quelle faute pénale il peut s'agir ici? Mais il y a déjà un colonel qui pourrait être relevé de ses fonctions. Bien sûr, nous avons demandé... Là déjà, c'est une sanction administrative. Et bon, on ne sait jamais. Peut-être ça peut aller même jusqu'à une sanction pénale. Mais pourquoi il a conclu un contrat? Quel est le pénal là-dedans? Le valable, tel que la loi lui en donne la responsabilité de l'entretien du bulletin. Son job description, ou ses tâches, c'est clair, ça fait partie de ses responsabilités. Comment on pourrait le poursuivre? J'exprime une curiosité journalistique. Le Sénégal, entre Sacre des Lions du football, inauguration d'infrastructures, présidence de l'Union africaine, un nouvel état de grâce pour le président Macky Sall? Tout à fait. D'une certaine manière, oui. Et pour tous les Sénégalais, d'ailleurs. Fierté, communion, tout le monde était content. J'ai une fille qui aime bien le football, qui supporte une équipe qui a été battue avant-hier. Quand je lui ai dit, mais comment tu as dit? Elle a dit non. Ce que le Sénégal m'a apporté me suffit pour un an de supporter toutes les défaites. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont comme elle aujourd'hui. Moi-même,
quand je pense à la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, je suis régalé pour combien de temps encore. Mais en tout cas, cette étape de la vie du pays a été une étape formidable, exceptionnelle, à la fois pour le président Macky Sall et pour les citoyens sénégalais. Et le plus important, c'est ça. État de grâce qui va se poursuivre jusqu'à quand? Jusqu'au moment où les éléments feront que ça s'arrête. Oui. Justement, est-ce que ça ne s'est pas arrêté ou ça n'est pas sur le point de s'arrêter avec quand même, on rappelle aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Sénégalais. On sait qu'il est assez éprouvé avec déjà la flambée des prix constatée consécutivement à la crise en Ukraine. Le gouvernement a opéré une baisse des prix sur le riz, le sucre et l'huile, mais on sait que ce n'est pas gagné d'avance. Là, les boulangers parlent d'un risque de hausse encore sur le prix de la baguette de pain, le ciment également et d'autres produits, le blé, la farine, les meuniers aussi rouspètent. Est-ce que cet état de grâce n'est pas terminé? Vous en tirez la conclusion que vous voulez. Moi, je peux que retenir. Moi, ce que je vis, c'est simple. On a fait, en politique, il y a deux choses. Il y a le possible et il y a l'indispensable. L'indispensable en l'espèce, c'est quoi? L'action et la politique gouvernementale. Quand le président a constaté qu'il y avait des hausses assez substantielles sur le prix, spécialement au Conseil des ministres, nous avons consacré plus de 3 heures de temps à la question. Ça arrive très rarement. Des mécanismes, une étude a été commanditée par le président de la République pour comprendre quels sont les mécanismes à partir desquels on peut encore agir pour faire en sorte que les prix baissent. Il faut savoir que tout le mécanisme fiscal, renoncement à une fiscalité, a été utilisé avant même cette crise-là. On était au maximum. Sur quel levier il fallait encore agir? J'étais présent au Conseil des ministres. Le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le ministre du Commerce et tous les ministères impliqués sont réunis pendant les semaines avec les principaux acteurs de la question. Ils en ont discuté, débattu. Ils ont proposé au président de la République un mécanisme qui va aller au-delà du mécanisme fiscal. Et ça a été adopté en Conseil des ministres et la conséquence a été quoi? La baisse des prix. Malheureusement, il n'échappe à personne que notre pays, et qu'un pays au monde, n'a de maîtrise sur ce qui est passé à l'Ukraine, sauf la Russie. Oui. C'est pour ça qu'il fallait parler à Vladimir Poutine, l'appel du président et là, Macky Sall. Qu'est-ce qui est l'indispensable? Oui. Ayant analysé les conséquences de cette guerre, parlant au nom de l'Afrique, le président de la République a pris la responsabilité sur lui d'appeler Poutine. Et Poutine l'a reçu avec enthousiasme. Enthousiasme. Les deux ont parlé plus d'une trentaine de minutes au téléphone. Un échange sérieux, organisé, où le président a expliqué au nom de tous les pays du tiers-monde et en particulier de l'Afrique, dont il préside aujourd'hui la destinée au sein de l'Union africaine, a dit voilà les conséquences que ça emporte pour nous. Et nous aurions souhaité, vous demandons, de prendre en considération cette situation, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Il était indispensable pour le président de l'Union africaine d'avoir cette initiative. Cesser le feu. D'abord, cesser le feu durable. Mais le Kremlin a communiqué sur d'autres aspects en disant qu'ils ont parlé de la coopération entre le Sénégal, l'Afrique et la Russie au lendemain de Sochi, de la coopération entre le Sénégal et la Russie qui a aujourd'hui 60 ans et d'autres aspects, sauf sur le cessez-le-feu. Le président Macky Sall a clairement demandé à Poutine un cessez-le-feu. Mais Poutine sait très bien que Macky Sall lui a demandé quel aurait été le sens de son appel. Et sa réponse? Vous pensez qu'en diplomatie, ils vont tout dire? Oui, et sa réponse? Mais nous, notre responsabilité, c'est de dire exactement aux Africains et aux citoyens africains. Le président n'aurait jamais appelé Poutine s'il était persuadé qu'il ne parlerait pas du cessez-le-feu. Il va se suffire à l'appel téléphonique ou il pourrait se déplacer? Nous aurions souhaité. Nous aurions souhaité. Ah oui? Le président Macky Sall, qu'il se déplace à Moscou. Je parle du président Poutine. Oui. Nous aurions souhaité que cet appel
plus d'autres actions puissent suffire pour que Poutine comprenne l'enjeu et la nécessité d'arrêter. Un déplacement du président Macky Sall en je ne gère Russie pas son calendrier diplomatique vraiment. Oui. Demanderai à cette table. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion. Elle est plus d'autant plus que moi sur ça. Elle est pressentie à cette émission. Parfait. Vous attendez son arrivée. On attendra. Alors, revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure, un peu l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. On a parlé des prix des denrées de première nécessité. Un plan de riposte est même en préparation parce qu'on ne sait pas encore l'impact des conséquences économiques surtout de cette crise en Ukraine sur l'économie mondiale, mais sur également des pays comme les nôtres. Aujourd'hui, le plan de riposte, ce sera à la hauteur de quoi? Si je fais référence à un fameux plan de riposte et de résilience lors de la pandémie, qui est encore là, c'est vrai, 1000 milliards de francs CFA, ce sera quoi cette fois-ci? Vous dites on ne sait pas encore l'impact de la crise. Ce qu'on sait par contre, cet impact sera terrible. C'est clair. Si vous prévoyez un baril de pétrole à 150 $, je vous dis aujourd'hui à 70-75 $, l'État apporte 300 milliards pour supporter le coût de l'électricité actuelle. Actuellement, 300 milliards. 300 milliards aujourd'hui, l'État le prélève sur le budget national et le met sur le prix de l'électricité pour soulager les Sénégalais. Si vous êtes à 150, le double de ce qui est aujourd'hui, 600 milliards de francs CFA. Parce que les experts qui travaillent tablent au moins sur un prix de 150 $ le baril. C'est 600 milliards. Sur un budget de 4 000, 5 000 milliards, quand même, c'est trop. Donc on sait déjà. Plan de riposte, ce serait trop prétentieux de ma part de venir vous dire ce sera à telle hauteur. Il y a des gens qui ont la responsabilité de faire ce travail. Ils ne l'ont pas encore présenté en Conseil des ministres, je ne peux pas vous dire. Je ne peux vous dire que ce qui est présenté en Conseil des ministres, validé par le président de la République, devant l'Assemblée du Conseil des ministres. On n'en est pas encore là, c'est en phase préparatoire, mais je comprends très bien la curiosité des journalistes, leur envie de faire savoir les choses, mais je suis incapable, à l'heure où je vous parle, de vous dire quel sera le niveau du plan de riposte. Mais avec un peu de patience, on pourra l'avoir. Au tout début de la pandémie, le chef de l'État avait pris l'initiative de rencontrer les forces vives de la nation. Aujourd'hui, on est face à une crise également dont l'impact est majeur et on n'arrive pas encore à le mesurer de manière plus précise. Le Sacre des Lions a créé un élan patriotique, un élan national. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de nouvel état de grâce. Est-ce qu'une initiative de ce type pourrait être envisagée par le président de la République? À chaque fois que les enjeux nationaux méritent ou appellent de sa part cette vigilance qui va jusqu'à convoquer, demander aux autres de ne pas, il le fera. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il le fera. Est-ce qu'on est dans cette situation? Les deux choses sont de nature différente. Les conséquences économiques de la pandémie étaient là, mais surtout que la pandémie tuait les Sénégalais. La guerre ne tue pas les Sénégalais. On ne fait pas la guerre au Sénégal. Ce qui tue directement les Sénégalais n'est pas de même nature que ce qui a juste des conséquences économiques sur nous. J'imagine qu'en fonction des enjeux et en fonction de la situation globale qui se présente, il va juger pour prendre les mécanismes, les mesures nécessaires à cette fin. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il parle là, au-delà du Sénégal, il parle pour l'Afrique. Donc j'imagine effectivement que ça peut y arriver. Mais le gouvernement d'union nationale pourrait-il être une réponse, comme le suggèrent certains? D'abord, deux remarques, deux précisions. Je n'ai jamais vu un gouvernement d'union nationale naître dans un contexte comme celui du Sénégal. En revanche, pour ce que j'en sais par mes connaissances et par l'histoire, tous les gouvernements d'union nationale que j'ai eus sont intervenus dans des contextes de crise majeure. Le Front populaire en France, avec la 4e République, qui était tout le temps renversée, etc., où le gouvernement était tout le temps renversé. C'est les pays qui sont en transition, sortant de la guerre, qui sont en transition politique très difficile. En revanche, l'histoire m'enseigne que chez nous, effectivement, il y a eu ce qu'on appelait
le gouvernement de majorité présidentielle élargie, que nous avons inventé pour l'adapter au contexte national dans lequel nous vivons. Parce qu'une politique ne saurait se justifier en dehors du contexte dans lequel elle s'élabore. Et pour ça, je constate déjà qu'il y a un gouvernement de majorité présidentielle élargie aujourd'hui. Maintenant, on va arriver encore à ce qu'on appelle au Sénégal, gouvernement de majorité présidentielle élargie et consolidé. Probablement, oui. Oui. Le gouvernement national, en tant qu'acteur je politique, ne vois vous pas êtes pour cela. Historiquement ce qui pourrait le justifier, ni contextuellement ce qui pourrait le justifier. En revanche, gouvernement de majorité présidentielle élargie, consolidé, était déjà élargi depuis 2012, consolidé en 2022. Tout dépend du jugement du président de la République. Vous y êtes favorable en tant qu'acteur politique. Cette fois-ci, c'est une question posée à l'acteur politique. Je ne peux pas ne pas être favorable à toute forme d'union qui permet au gouvernement d'être dans une meilleure posture politique et de mieux travailler. Je suis dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie, même si on ne l'appelle pas comme ça, mais on est de vastes coalitions, si vous voulez bien. Je parle ici de votre idée, gouvernement de majorité présidentielle élargie consolidée, si ça devrait se faire. Gouverner avec le PDS, avec Khalifa Sall, avec Ousmane Sonko. Je suis quelqu'un d'extrêmement prudent pour ne pas entrer dans ce qui me paraît des spéculations pour l'instant. Quand le président décidera, je me conformerai à cette volonté. Si ça doit être le contraire, il le saura. Et je dirai ce que je pense s'il me demande mon avis. Maintenant, être là aujourd'hui à vous dire oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Si je vous dis aujourd'hui je ne suis pas d'accord et le président le fait, j'aurai l'air de quoi devant lui? Si je vous dis je suis d'accord, il ne le fait pas. Ça n'a pas d'incidence. En revanche, ce dont je peux parler aujourd'hui, c'est la réalité de ce qui existe. Ça veut dire le gouvernement de majorité présidentielle élargie est là. Le président l'a fait. Je m'y retrouve parfaitement. Je participe à la tâche. Modestement, dans l'assistance à la coordination de l'action gouvernementale. Je ne serai absolument pas gêné ou outré de quelque manière que ce soit si j'arrivais à consolider davantage cela. Avec qui, par exemple, si vous pensez que vous pouvez avoir des atomes crochus avec certains acteurs J'ai politiques de l'opposition? J'ai des atomes crochus avec tous les Sénégalais, y compris ceux qui sont dans l'opposition. Les acteurs politiques. Et eux tous? Oui. Je ne suis pas ami à des gens, mais j'ai des atomes crochus parce que j'adhère au consensus. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Au consensus de ce qui constitue la démocratie. Pouvez-vous nous citer quelques acteurs? C'est personnel, ça n'a rien à voir avec... Leader. Non, mais ça c'est personnel à Latif Coulibaly. J'ai des relations très poussées avec certains responsables politiques. Voilà, dans le pays. Avec Abdoulaye Wade, Karim Wade, par exemple? Ce pas des amis. Abdoulaye Wade, j'ai été l'un des journalistes. Est-ce que, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui... Abdoulaye Wade, je vous dis, je fais partie des rares journalistes au Sénégal qui ont eu à l'interviewer en direct au Palais de la République. Je ne pense pas que nous soyons des dizaines. En direct. Pendant 2 heures de temps. Je n'ai aucune animosité par rapport à lui, encore moins par rapport à Karim. En revanche, je croyais faire mon devoir de dire ce qu'il faisait à l'époque. Je l'ai fait sans regret. Je l'ai fait également sans animosité. J'ai fait un travail de journaliste. Aujourd'hui, je ne suis plus journaliste. Bien sûr, on est bien d'accord. Est-ce que le contact aujourd'hui existe entre vous? Non. Il n'a pas cherché, je ne l'ai pas non plus cherché. Avec Khalifa Babacar Sall, Ousmane Sonko. Khalifa Babacar Sall, je peux vous dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup cheminé dans la vie. Beaucoup. Nous avons même des relations familiales. Ma nièce est mariée à son fils. Vous savez? Vous me l'apprenez. Ben voilà. Donc vous êtes en contact avec lui. Ousmane Sonko, sa deuxième épouse est ma nièce. Je n'en dirai pas plus. Oui. Vous êtes apparenté aussi. Donc le contact entre Abdoulatif Coulibaly et Khalifa Sall et Ousmane Sonko, il existe. C'est sa fille qui est la deuxième femme de... Souhaiteriez-vous qu'il soit dans le gouvernement? Je n'ai pas souhaité. Je constate. Quand il est dans le gouvernement, je constate qu'il est dans le gouvernement et j'avance. La nomination d'un nouveau Premier ministre a été annoncée par le président de la République. Il avait dit après les locales, parce que j'aurai à assurer la présidence de l'Union africaine. Oui, bien sûr, les locales du 23 janvier. Il se trouve qu'on se situe aujourd'hui entre 2 élections, les territoriales du 23 janvier et les législatives du 31 juillet.
Le chef du gouvernement sera-t-il nommé dans l'intervalle? Oh, si je pouvais être dans ces confidences, je vous l'aurais dit, mais malheureusement, je n'en suis pas. Je ne suis vraiment pas informé sur ça. Je suis secrétaire général du gouvernement. Si je suis encore là au moment où on nomme le pays, si on m'appelle, je serai capable de lire le décret, si on me fait cette faveur. Mais vous dire aujourd'hui qu'il va le faire aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Oui, il y a une question posée par quelqu'un qui nous suit sur les réseaux sociaux. Selon le constitutionnaliste Ngouda Mboup, il dit d'abord, Monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly, ce gouvernement n'est plus valable dans la mesure où le poste de Premier ministre a été restauré. Les ministres sont démissionnaires depuis que la loi a été promulguée, c'est son avis, surtout avec le principe de l'effet immédiat, a-t-il fait comprendre. Et pourquoi le gouvernement poursuit ses activités sans dissolution ni nomination de Premier ministre depuis cette date? Sa responsabilité comme professeur de droit, c'est de commenter. Il ne dit pas le droit, il donne une position politique. Ce n'est pas le droit. Il n'y a nulle part où il écrit cela. Il fait une interprétation. Et les constitutionnalistes interprètent comme l'homme de la rue, la femme de la rue interprète. Vous avez la chance de faire du droit, non? Comme moi. Pour ce droit, parfois les assistants commentent, les professeurs commentent, les titulaires de chaires commentent. C'est de la doctrine. C'est vrai, exceptionnellement, la doctrine a servi des sources de droit, mais elle n'est pas la première source de droit. Cheikh Malick Fall, quand même, dit le poste de Premier ministre n'est-il pas voté en procédure d'urgence et depuis quand? Ça, c'est vrai, c'était en procédure d'urgence que l'Assemblée avait été saisie. Où est l'urgence donc? Avec l'avènement des réseaux sociaux, ça, c'est une autre question, on va y revenir. Où est l'urgence donc? Cheikh Malick Fall, qui vous suit et qui vous pose la question. Oui, je réponds de façon très simple. L'urgence est une procédure qui est utilisée. Ce n'est pas impérativement dit. La procédure d'urgence, c'est juste pour aider à faire inverser l'agenda de l'Assemblée nationale. Au moment où le président le demandait, il y avait urgence dans son option. De ce point de vue-là, c'est clair. Maintenant, il est clair que les juristes interprètent beaucoup le droit. Ouais. J'ai entendu des interprétations autres. Là, pour les rejoindre, dire que la Constitution est d'application immédiate. Ça veut dire le Premier ministre là, on doit nommer un Premier ministre. Il y a d'autres, une interprétation que je ne rejette pas, qui dit en réalité, une loi peut être votée sans qu'il y ait un décret d'application. Il y en a, on doit. Mais il n'y a pas une obligation de type catégorique dans l'immédiat. Le décret d'application d'un poste de Premier ministre, c'est évidemment le décret de nomination du Premier ministre. Combien de lois dans le pays sont votées, comme dans tous les pays, sans que tous les décrets d'application ne soient votés dans l'immédiat? Premier ministre. Oui, c'est possible, hein, leur interprétation. Chef du gouvernement. Je ne rejette pas leur interprétation. Oui. L'absence d'un Premier ministre n'a jamais empêché l'État de fonctionner normalement. Ça ne gêne pas aujourd'hui le travail du gouvernement? En quoi? Si vous confirmez qu'il a été demandé au ministre de préparer leur dossier. Ça, c'est une procédure. Parce que c'est une procédure, la mission du gouvernement va prendre fin. Honnêtement, c'est une procédure normale. Oui. Vous savez, transférer le dossier à une autre personne qui est nommée, éventuellement, ça demande un travail méticuleux, sérieux, de rédaction d'un rapport, dans certains cas, qui paraît jusqu'à 100 pages, avec des annexes. Ce n'est pas un travail qu'on fait en une semaine. Donc, que le président de la République appelle les ministres à mettre encore beaucoup de sérieux et du temps dans la préparation des rapports ne signifie pas nécessairement que le gouvernement sera nommé demain. Mais est-ce qu'il y a quand même, il n'y a pas un temps raisonnable? Raisonnable? Oui. Ça, c'est un jugement de raisonnons un peu. On a dit, le président a dit, je vais nommer le Premier ministre après les élections locales. Aujourd'hui, il y a une hypothèse qui semble pencher pour que ce Premier ministre ne soit nommé qu'après les élections législatives. Mais l'après-élection législative, les élections se tenant le 31 juillet, on risque d'aller jusqu'au mois d'août avant de nommer un Premier ministre. Vous pensez que ce délai pourrait être raisonnable? Je n'ai pas à penser par rapport au délai qui doit être raisonnable ou pas. Je constate que le président a décidé de nommer un Premier ministre. Il a pris les dispositions qu'il fallait à cette fin. Il a observé un temps pour le faire. J'aviserai au moment où il le nommera, au moment où il dépassera les délais qui pourraient être considérés comme le délai après les élections locales.
s'il le fait après les élections législatives, il ne serait plus dans le temps qu'il a défini. Voilà. Oui, il ne serait plus dans le temps qu'il avait défini après les législatives. Parce qu'on dirait après les élections législatives. Mais aujourd'hui, on est encore dans le temps qu'il a défini. Après les élections locales. On y est toujours. Et la meilleure... Jusqu'au moins après les élections peut-être législatives. Là, on pourrait dire qu'il n'est plus dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, quand même, pour dire la vérité, il est dans ce temps. Enfin, je considère Abdou Latif Coulibaly, vous avez une pratique, vous êtes journaliste. Et comment vous avez été journaliste? Vous avez une pratique institutionnelle et politique. Vous êtes un homme de communication. Est-ce que, oui, attendez ma question. Oui, est-ce qu'il n'est pas plus simple qu'on fasse un communiqué, comme cela se passe dans presque tous les pays, en tout cas de démocratie, et je crois que le Sénégal en fait partie. Le Premier ministre sera nommé à telle date. C'est très simple. Je n'ai jamais vu dans une démocratie où un président a dit le Premier ministre sera nommé à telle date. Vous ne pouvez pas dire ça. La formation d'un gouvernement. Mais attendez, c'est tous les jours qu'on l'entend. Je ne veux pas donner l'exemple de pays parce que cela existe. C'est à l'honneur des journalistes de dire le Premier ministre sera nommé tel jour. Jamais dans l'histoire d'un pays qui nous sert de référence, on a dit, écrit par communiqué, le Premier ministre sera nommé telle date. Jamais. Oui. Vous pouvez dire jamais. Je suis catégorique. Je vous laisse la responsabilité. Jamais. Par contre, vous ne pensez pas qu'on doit communiquer sur ça? Par contre, pourquoi on devrait communiquer sur la date au cours de laquelle ou pendant laquelle le Premier ministre sera nommé? Pourquoi? Le plus important, c'est quoi? La décision de prendre un Premier ministre, de nommer un Premier ministre, est prise, elle est actée dans les faits et dans le droit. On attend la nomination du Premier ministre. Moi, personnellement, je peux comprendre l'impatience de certains citoyens. Je peux le comprendre. J'ai même justifié. Mais moi, Latif Coulibaly, ministre de la République, je viens vous dire, et vous m'appelez à critiquer, c'est ça que vous voulez? Ah non. Ah si. Vous voyez bien que ma posture est de poser des questions depuis qu'on a commencé cette émission. Elle appelle deux raisons. Deux réponses. Le président a raison, le président n'a pas raison. Je ne vous demande pas de le dire. Je vous pose une question. C'est à vous, en toute responsabilité, de répondre aux questions que je pose. Moi, alors, au plus de mon expérience dans le journalisme, qui répond en vous disant je n'ai pas de date. Très bien. Je ne peux pas vous dire telle date sera nommée. Très bien. En revanche, je constaterai la nomination du Premier ministre. Voilà. Et si ça se passe après les législatives, on ne serait plus à l'après-local. Très bien. C'est un fait. Très bien. Abdou Latif Coulibaly, parlons des législatives. La crainte d'une cohabitation? Écoutez, pour moi, quand vous êtes en politique, vous partez avec le principe qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous introduisez non pas la crainte, mais l'hypothèse qu'il peut y avoir un jour ça. Et vous intégrez l'hypothèse et vous travaillez pour l'éviter. Mais dire crainte, je ne le pose pas en termes de crainte. Parce qu'au fond, quand on est démocrate, moi je crois l'être et je le prétends, je n'ai pas de crainte par rapport à ce que nous avons prouvé lors des dernières élections. Pas du tout. En revanche, je ne suis jamais naïf pour penser que notre élection sera gagnée, d'emblée gagnée. Il faut travailler, et sérieusement travailler, pour faire en sorte que nous ayons la majorité. En revanche, si vous êtes dans la crainte, vous êtes inhibé, vous ne travaillez pas. Mais quand vous êtes dans le réalisme, vous posez les hypothèses de travail et vous y allez. Hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense également, quand on est dans l'action politique, c'est ainsi qu'on doit fonctionner. Parce que si vous avez des craintes, vous n'avancez pas. Oui, effectivement, cette hypothèse est sur la table, mais pas de crainte. Oui, au vu des résultats des élections territoriales et de la force politique de Benno Bokk Yakaar, est-ce que vous pensez que Benno pourrait perdre la majorité à l'Assemblée nationale? Non, je ne le pense pas. En revanche, je peux dire que je n'ai pas la certitude qu'on gagnera. Et comme je n'ai pas la certitude, je pose l'hypothèse selon laquelle c'est possible. Mais si vous revenez sur les résultats, tout naïf, dans le Benno, on pourrait dire que nous sommes à 80% quasiment de toutes les collectivités locales du pays. Sur le million et quelques électeurs qui ont voté, nous avons presque 800 000 électeurs qui ont voté pour nous. Si on parle de ces résultats, on peut être naïf et dire c'est acquis.
D'abord, les deux élections ne sont pas les mêmes. Les hypothèses de travail ne peuvent pas être les mêmes. La configuration politique n'est pas la même. Par conséquent, il faut travailler autrement. En disant, oui, nous avons des acquis. On a gagné 439 collectivités locales sur 557. Vous avez gagné Sokone, vous? Oui, j'ai gagné Sokone, heureusement, pour moi. Oui. J'en suis fier et content. Très bien. Maintenant, si on part donc de ces résultats, la conclusion à laquelle vous voulez parvenir? Non, je voulais expliquer. Je dis, si on est naïf, on dit qu'on va gagner. Oui. Si on ne l'est pas, on va dire, il faut travailler sérieusement et il faut nous organiser en posant des hypothèses, dont celle qui est évoquée. Oui. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que j'entends le président également parler. Ah oui, c'est comme ça qu'il parle. Il n'exclut pas une cohabitation comme hypothèse. C'est pas qu'il exclut, qu'il exclut pas. Mais il exclut. Oui. Vous savez, on peut même avoir on peut même perdre et avoir une majorité qui nous permet nous-mêmes de former des gouvernements avec des alliés. Oui. Voilà. Donc, pourquoi craindre une cohabitation? On parle en termes de cohabitation. On parle en termes de gagner. Parce qu'une élection législative, vous pouvez la gagner avec une majorité relative et pour avoir des alliés pour former un gouvernement. Pourquoi toute perte de l'élection doit conduire à une cohabitation? Non. Voyez-vous, c'est plus complexe que cela. La présidentielle 2024, oui. Est-ce que c'est un plafond de verre comme horizon dans votre compagnonnage avec le président Macky Sall? Dis-moi. Quel que soit le scénario. Ah ben ça, je ne le dirai pas à la télévision, hein, ici. À la radio, plutôt. C'est pour moi d'abord, ça. Après, on verra. Vraiment, on verra. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très complexe. Dès ce qui arrive, joue souvent des tours à beaucoup d'hommes politiques, c'est faire des affirmations. Au moment où ils le disent même, ils y croient. Mais l'évolution des choses peut être de telle manière qu'il faut se garder de faire des déclarations aussi absolues, aussi nettes dans la vie. Et cela n'empêche pas que vous ayez des principes à partir desquels vous marchez. On peut savoir beaucoup de choses dans la vie. On peut prendre des options dans un silence particulier. Et attendre le moment opportun pour le dire. Mais généralement, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes politiques. Quand ils sont devant les journalistes, je crois pouvoir éviter ça pendant 30 ans. Ils font toutes sortes de déclarations. 2024 comme horizon politique, je ne sais pas. Ça évoque quoi pour vous? Ça évoque pour moi des élections au Sénégal. Des élections présidentielles. Une élection présidentielle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas plusieurs élections présidentielles. Une élection présidentielle. Avec le souhait probablement que Benno continue à gouverner le Sénégal? Mais je suis dans une majorité. Oui. Pourquoi considérer l'hypothèse où Benno va gouverner dans la formule actuelle? Mais non. Ça peut être dans une autre formule. C'est des hypothèses. Quand on est analyste politique, quand même, on va au-delà de l'évidence. Oui, mais là, c'est l'acteur politique. Avec quel candidat éventuellement? Je ne sais pas. Les candidats qui se présenteront, la seule chose dont je suis sûr, c'est que Latif Coulibaly, lui, ne le sera pas. Je ne peux pas être sûr si Moussa Niasse, Idriss Seck, Macky Sall le seront ou non. Le président Macky Sall, vous n'êtes pas sûr qu'il le sera ou pas? Il ne me l'a pas dit. Affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, il y a un an, cette affaire d'accusation de viol, mais aussi de contestation de cette accusation par Ousmane Sonko a été évoquée avec des troubles majeurs pour le pays. Toutes les deux parties, d'ailleurs, sont prêtes à ce que justice soit faite. Quel est votre point de vue sur cette affaire? Je constate que quand la justice met en place une procédure, pour vous, moi, qui sommes des privilégiés dans la société, nos cas sont régulièrement évoqués. Je n'en oublie pas pour autant que j'ai un neveu par alliance qui était tailleur, qui était impliqué dans l'histoire de fausse monnaie. Son dossier est là-bas depuis 2 ans, en prison. Personne ne parle de lui. Et pourtant, il a droit à une liberté. Il a droit à une justice comme tout le monde. Mais il est là-bas. Cette procédure, combien de procédures de viol sont encore en cours devant les tribunaux? On n'en parle pas. Mais si vous avez la chance d'être un activiste politique, un homme politique, dès que vous avez un dossier pénal, tout le monde croit devoir parler de votre cas. Je considère pour mon analyse personnelle que tout citoyen inculpé dans une procédure a droit, dans un délai raisonnable,
à droit et justice. Et cette justice aura jusqu'au bout dans cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko? Je ne comprendrai pas pourquoi elle n'irait pas jusqu'au bout, alors qu'elle l'est jusqu'au bout pour tous les autres citoyens. Pour moi, je souhaite qu'elle aille jusqu'au bout. Je peux vous dire mon souhait. Dans l'intérêt des deux parties d'ailleurs. J'ai entendu récemment Ousmane Sonko dire quelque chose qui, en priant, en jurant sur Dieu, qu'il n'a jamais commis ce qu'il a fait. C'est facile, il n'a pas commis. Il se présente devant le juge, tranquillement, sans bruit ni tambour. On le juge, comme on a jugé beaucoup de Sénégalais. Dernière question, vraiment, pour terminer. Limogeage du directeur général ou du délégué général de la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Pape Amadou Sarr est emporté par des propos qu'il a tenus sur la place des femmes dans notre société, sortie jugée désobligeante par certains. Le président Macky Sall a pris le décret, mais son limogeage ne porte pas sur sa gestion. Votre commentaire? Je n'ai aucun commentaire. Je considère que si j'étais président de la République, moi, on manque autant de respect à des structures de ce pays. Et vous êtes nommé par un décret du président de la République. Autant de respect. Et même parfois de désinvolture à une communauté quelle qu'elle soit. Mais il y a quand même des sanctions qui doivent être prises. Et celui qui les prend jugera lui-même à quel niveau la sanction doit se situer. C'est lui qui en a la responsabilité, a estimé qu'il fallait le limoger. Je ne souhaite jamais du mal à une personne. Mais quand on dit des choses, on doit être capable, et je pense qu'il l'a fait, d'assumer sa responsabilité jusqu'au bout, sans aucune forme de faux fuyant par rapport à ce qu'on a fait. Donc, qu'on l'ait limogé, je ne lui ai jamais souhaité du mal, mais je comprends qu'on le limoge. Mme Adissei, Pour qui pas le la remplace. juger, je n'ai jamais eu la chance de travailler avec cette dame, mais si on estime qu'on doit l'amener là-bas, c'est avec raison. Merci. Je l'ai suivi dans plusieurs dossiers à travers le Sénégal. Je crois qu'il assumera ses responsabilités. Abdou-Latif Coulibaly, merci. On assume toujours ses responsabilités. Je pense que c'est un bon mot de la fin pour cette émission Le Jury du Dimanche, qui recevait donc le secrétaire général du gouvernement, le ministre Abdou-Latif Coulibaly, qui est maire de Sokone. On aura l'occasion de parler de votre Sokone natale la prochaine fois. Je l'ai souhaité. Je me rappelle le premier truc qu'on a fait, vous étiez ailleurs. Après ma défaite, on a parlé de ma défaite. L'essentiel de cette émission a été consacré à ma défaite. Mais je constate, malheureusement, que cette fois-ci, j'ai gagné, mais on n'en parle pas. Ah, si, on en a parlé. J'ai dit tout à l'heure, vous avez été nommé maire de Sokone. Élu maire de Sokone. Vous l'avez dit à la fin. Merci. Félicitations pour ça. Il ne faut pas que les Sokonois m'en veuillent, hein, mais on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Mahmoud Ibra Kane pour présenter le jury du dimanche. À la technique, Ndiankou, Ibama, Moussa Fall. Réseaux sociaux, Fatima Taba et Biram Pouy. Pour le compte de Immédiat SN qui va faire le compte rendu de cette émission, Babacar Fall au texte, Pape Doudou Diallo à la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.